Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13e épisode de Zundo. La dernière fois qu'on a parlé de code ensemble, c'était dans l'épisode 11, puisque dans l'épisode 12 on a surtout parlé de roadmap et de ce que nous prévoyons pour la suite. Dans l'épisode 11, je vous avais parlé de la stack, qui était le système interne qui allait nous permettre justement de faire une succession d'actions pour représenter des changements dans l'état du jeu. Ces actions surtout, sont lancées par des pouvoirs. Les pouvoirs, dans Zundo, c'est certaines cartes qui ont comme valeur de coin une étoile, et quand on touche cette étoile dans le cadre d'un combat, le combat généralement se termine par une égalité et lance une série d'actions qui influent sur le jeu. On avait donc besoin de ce système de stack pour pouvoir implémenter les pouvoirs, et on avait terminé l'épisode 11 avec le premier pouvoir de la liste, qui était un pouvoir assez simple, où en gros, si le coin étoile était touché, l'adversaire était éliminé. Le zone de l'adversaire était éliminé. Donc c'était pas un truc particulièrement compliqué à implémenter. Et on avait aussi vu un deuxième pouvoir relativement simple, qui lui était le fait que les deux zones échangent leur place sur le terrain de jeu. Donc tout ça c'était des trucs assez simples, mais après l'idée c'était justement de pouvoir mettre en place ce système d'action, et donc de stack, euh, pour avoir des actions qui soient les plus larges possibles et les plus simples à configurer, de manière à se dire que, après un petit temps de travail de mon côté, je me suis rendu compte que la plupart des pouvoirs étaient des variations de mêmes actions. Par exemple, échanger deux cartes de place, c'est jamais que les déplacer. Ou alors quand on dit, en cas donc le pouvoir est activé, vous pouvez déplacer un tel à tel endroit, ou sur telle case, etc. Donc j'avais un petit peu regardé les cartes du premier bloc. Donc pour rappel, Zone est découpé en plusieurs blocs qui sont des continents, ce qui représente en tout 34 tribus. Et pour le moment, on se concentre sur les 4 premières tribus, qui sont donc le bloc Europa, et au fur et à mesure, on en rajoutera d'autres. Maintenant, en regardant les pouvoirs des 4 tribus d'Europa, je me suis rendu compte qu'en gros, la plupart des pouvoirs, quasi tous à l'exception d'un seul, reposaient sur les mêmes deux actions. Une action qui est choisir une carte, et en choisissant cette carte, ça va déclencher un effet sur la carte qui a été choisie. Et l'autre action, c'est déplacer une carte. Spécifiquement une carte, ou pouvoir choisir un type de carte et le déplacer, mais bref, faire un déplacement. Avec parfois simplement déplacer la carte en suivant son propre mouvement, son mouvement classique, mais parfois aussi déplacer la carte selon une certaine règle, des nouveaux mouvements, ou dire par exemple la carte va aller sur une des cases libres du champ de bataille, ou la carte va aller sur une des cases adjacentes libres derrière lui, etc., etc. Ce qui fait que globalement, une fois qu'on aurait implémenté ces deux actions, eh ben, quasi tous les pouvoirs du premier bloc sont faits. Et de fait, c'est l'objectif de notre épisode 13, c'est de vous montrer un petit peu ces pouvoirs, les pouvoirs du bloc Europa, en tout cas le système de pouvoirs qui maintenant est complet. Donc globalement, au niveau de notre roadmap, tous les pouvoirs de Europa sont prêts. Mais ça, ce qu'il va avoir ensuite, on va en reparler ensemble. De là, avant de vous montrer un petit peu comment ça a été réglé au niveau du code, parce que mine de rien, ça a généré pas mal de travail, je vais vous montrer rapidement ces pouvoirs en action. Alors ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'on va travailler, pour la démonstration, on va travailler avec deux armées qui sont les Rhinogoth et les Boarix, et comme vous le constatez ici sur le code, j'ai modifié les valeurs de coin des cartes pour qu'elles n'aient que des pouvoirs. Donc, histoire d'éviter, vu que l'idée ici c'est vraiment vous montrer les pouvoirs, qu'en plus il faut tomber sur le bon truc. Donc là, les cartes qui ont des pouvoirs dans ces deux armées auront d'office des pouvoirs. Okay, de là donc, on va créer une partie. Hop, les Rhinogoth contre les Boarix. De là, ici, on commence. Alors,
Dans les pouvoirs, on a par exemple ici Cloboulon, qui est le chef de Boarix, et qui, quand il combat, le combat se solde par une égalité, et si on vient de le déplacer, on va pouvoir déplacer un grognard. Donc lui, pour le moment, on va... Alors, il faudrait juste que je vois qu'est-ce qu'il y a en face. Il n'y a pas de carte qu'on peut déplacer de premier coup, donc pour le moment, on va juste le déplacer là. Ensuite, ici, ben, on va le déplacer là pour faire une chose à la fois. Donc, là maintenant, je vais lancer le combat. Alors comme vous voyez d'office, là pour le moment il a 4 étoiles, donc on est sûr que l'adversaire va choisir une étoile. On est dans la phase d'observation où on va réexpliquer le pouvoir et pouvoir étudier les cartes adverses, et là on se lance dans la résolution du pouvoir. Donc moi ici je ne suis pas le joueur actif, c'est pas à moi qu'appartient la carte qui a lancé le pouvoir, donc je vois ici le combat, on est dans le cadre donc, du pouvoir de Cloboulon. Le combat se solde par une égalité. Si je viens de déplacer Cloboulon, je déplace un grognard. Comme c'est pas mon Cloboulon, je suis en attente de mon adversaire. Mon adversaire, lui, ben, même principe. Maintenant, il doit pouvoir choisir de déplacer un grognard. Alors ici, il a 4 choix, parce qu'il y a 4 grognards dans le jeu. On peut toujours cliquer et voir les autres cartes, mais par contre, si je clique sur un grognard, ben, je vais pouvoir le déplacer comme de normal. Alors bon, ceux qui sont ici forcément ne peuvent pas se déplacer. Et donc je vais déplacer un grognard, et ça va terminer mon tour comme de classique, parce que bah, ça a résolu l'entièreté de la stack. Donc en gros, on a, en déclenchant le pouvoir, on a ajouté une action dans la stack. Mais ça, je vous montrerai au niveau du code. Alors donc là, on a vu Cloboulon. Je vais en profiter pour essayer de trouver une autre carte que je voulais déplacer. Voilà, boucle-feuille qui est ici. Donc boucle-feuille est en 3-5. Alors, on triche allègrement, hein, mais hop, voilà. C'est surtout pour la démo. Voilà. Donc ici, j'ai Otto von Rideau, qui est un zone tout à fait normal, qui va aller attaquer Bouclefeuille. Bouclefeuille, son pouvoir, lui, le combat se solde par une égalité, et je vais pouvoir déplacer Bouclefeuille dans une case libre du champ de bataille. Donc il va pouvoir aller partout où il y a rien. Donc on va lancer le combat, pareil, hop. On va choisir et déclencher le pouvoir. Voilà, on attend les 5 secondes. Et de là donc, alors j'ai quelques petits lags au niveau des ressources, donc les cartes mettent un peu du temps à arriver. C'est des optimisations qu'on devra faire un peu par la suite, hein, mais c'est un peu... c'est des trucs sur lesquels on travaille, en tout cas on travaillera un peu plus tard, voilà. Alors donc on voit ici que mon bouclefeuille a été sélectionné et que ça affiche bien, ben voilà, le pouvoir de bouclefeuille, je dois le déplacer sur une case libre du champ de bataille. Je peux toujours, comme d'habitude, regarder mes autres cartes, mais je ne vais pouvoir déplacer que bouclefeuille. Et là je peux déplacer bouclefeuille partout sur le champ de bataille. Alors c'est super con, mais je peux carrément aller le mettre chez l'adversaire. Voilà. Et là, bah, le tour est terminé, puisque c'était Lenny qui attaquait, bah, maintenant c'est au tour de Tibus. Donc ici, qu'est-ce que je peux faire? J'ai un autre personnage qui a une étoile, il faut juste que je le retrouve, voilà, c'est Goldhur. Goldhur, lui, son pouvoir, ben, c'est le combat se solde par une égalité, et si je viens de déplacer Goldhur, je le déplace à nouveau. Alors on va aller le mettre quelque part pour plus tard. Et ici, on va juste déplacer un truc... Bah tiens, on peut même attaquer Goldhur, on s'en fout. Ah non, et ce sera pouvoir contre pouvoir, donc on va éviter de faire ça. Je vais me taper ici. Alors, on va aller taper avec Goldhur. Qu'est-ce qu'on a en 5-1? Un truc insignifiant. Hop, donc je vais attaquer avec Goldhur. Je vais forcément déclencher son pouvoir. Donc je vois ici, si je viens de déplacer Goldhur, je le déplace à nouveau. Donc, voilà, ici, ben, du coup, je peux toujours voir mes autres cartes, mais ben, je vais devoir redéplacer Goldhur. Je vais du coup pouvoir relancer un combat si je veux, etc., etc. Alors ici, on va juste le déplacer là. Ok. Du coup, maintenant, c'est au tour de ici. Et enfin, j'ai une autre carte. Alors, je vérifie juste ce que j'ai en 2-2. Un grognard. Ah oui, forcément.
Donc ici par contre on a Ratops. Ratops lui, quand le combat, donc quand on tombe sur son pouvoir, le combat solde par une égalité et l'adversaire va devoir reculer son zone sur une des 3 cases adjacentes de la rangée derrière lui. Donc si j'attaque celui-ci, il va devoir choisir une de ces cases-là. Hop. Donc là, c'est pas le détenteur du pouvoir qui va devoir faire quelque chose, c'est son adversaire. Donc ici, voilà, Tibus, lui, voilà, reçoit la consigne, et peut toujours regarder ses cartes et tout ça, mais il va de toute façon devoir déplacer le grognard sur une des cases derrière lui. Hop, voici. Voilà. De là, je pense que je vous ai montré un peu tous les types, mais c'est surtout, bon, les interfaces seront à repenser et tout ça. Il restait un dernier, oui, il restait un dernier pouvoir qui est le pouvoir de l'emblème. Donc du coup, l'emblème, il est en 2-0, donc on va essayer de s'en approcher. Ouais, le problème c'est que du coup je vais lancer le pouvoir, je n'ai pas réfléchi, désolé. Hop. On va juste aller se mettre tout près. Mais pas avec lui en fait. C'est un petit peu biais. On va le refoutre là. Le truc c'est que forcément... Bon, c'est pas bien grave, de toute façon vous avez vu un peu toutes les déclinaisons de la gestion des pouvoirs. Donc ici on a vu l'idée de devoir choisir une carte et de la déplacer. Voilà un petit peu comment ça se passe. Donc là on a vu les pouvoirs, en tout cas leur application. Maintenant, comment est-ce que ça se traduit au niveau du code? Alors au niveau du code, vous vous doutez bien qu'on a dû quand même changer pas mal de choses, parce que il fallait faire en sorte que ces mouvements ne soient pas des mouvements classiques, pouvoir injecter des trucs. Ça donc, mais ça je vous avais déjà montré, hein, chaque pouvoir a une fonction qui est un résolveur, qui est sa fonction qui va lui permettre de définir quelque chose. On va commencer par le Goldur. Goldur, lui, est assez simple. Son pouvoir, c'est le combat se solde par une égalité, et si je viens de déplacer Goldur, je peux le déplacer à nouveau. De là, du coup, on va pouvoir vérifier. Si, donc, source, c'est Goldur, la source d'un pouvoir, c'est toujours la carte qui a déclenché le pouvoir, si elle n'est pas attaquante, simplement on dit, c'est pas Goldur qui était l'attaquant de ce combat, donc du coup, le pouvoir s'active pas. Par contre, du coup, on va ajouter une action dans la stack. Et cette action, ça va être une action move card. On va simplement lui dire, quel joueur va devoir bouger quel joueur va devoir bouger une carte, quelle est la carte qui a déclenché ce pouvoir. Ensuite, on a un tableau de choix, donc de choix de cartes à bouger. Alors ici, en l'occurrence, il n'y en a qu'une seule. Et enfin, un petit texte pour l'expliquer. De là, donc, on a ce Actions Move Card. Ce Actions Move Card, il est envoyé quasiment tel quel dans le jeu. Donc, ça, c'est notre fameuse grosse classe game qui gère tout le jeu du côté serveur. Donc, on va envoyer simplement les infos ici. Donc, si on est dans une action Move Card ou Select Card, on va simplement dire que le jeu est en phase d'action et on envoie la totalité de l'action. Du coup, c'est là que ça va devenir un peu plus sport, c'est au niveau du client. Dans le client, on affiche le pouvoir à 2 endroits. Ici, dans le combat, dans le chat, on l'envoie juste, mais ici, dans le game info, qui va afficher toutes sortes d'informations, on l'a vu ensemble, mais aussi sur le plateau de jeu, quand il y a des choix à faire. De là, on a dû modifier pas mal de choses. C'est là que vous voyez qu'il y a du code qui est un petit peu bourrin, et qui sera sûrement optimisé par la suite. Mais en gros, on a dû modifier pas mal de choses pour dire, tiens, si aucune carte n'est sélectionnée et qu'on est en phase d'action et qu'on a des choix à faire, et qu'en plus on a un seul choix, on va déjà présélectionner la carte. Ça, c'est un truc facile. Par contre, ici, tout ce que vous voyez ici, c'est la fonction qui va permettre justement d'afficher les déplacements possibles. Avant, cette fonction, elle était relativement simple. On cliquait sur une carte,
au moment où elle devait se déplacer. On vérifiait simplement qu'on avait donc cliqué sur une carte et que le joueur actif était bien le joueur connecté, enfin que le joueur actif était bien le joueur pour lequel on voit le jeu, et du coup on allait pouvoir commencer à calculer les mouvements et les afficher. Seulement maintenant on a un deuxième cas, on a soit une carte a été sélectionnée et on est dans une phase de jeu, mais aussi on peut très bien être dans une phase d'action, et on est le joueur qui est ciblé par l'action, et c'est une action move card, et donc et la carte qui a été sélectionnée fait partie des choix de l'action. Et dans ce cas-là, on doit quand même afficher la grille. Mais ça va pas forcément être la grille la grille de base de la carte, parce que ça peut très bien être des mouvements spécifiques. Donc je vous avais montré avec Goldur on le redéplace simplement. Mais par exemple, on a Bouclefeuille que vous avez vu, Bouclefeuille, lui, c'est un petit peu spécial. Bouclefeuille, il peut bouger sur une case libre du jeu. Du coup, ici, on a préparé un tableau de mouvement et on a envoyé toutes les cases possibles, donc toutes les cases qui n'étaient pas occupées par une carte, et on l'utilise comme mouvement. Ou par exemple avec Triss et Ratops, qui sont les deux monstres chez les Rhinogoths, qui sont deux monstres avec des noms différents mais qui ont le même pouvoir. Eux, justement, on va simplement envoyer ces mouvements, qui vont être ces 3 nouveaux mouvements pour une carte. Elle va reculer sur une des 3 cases derrière elle, donc on va lui envoyer les 3 mouvements, mais aussi on va en profiter pour vérifier que les cases sont libres, parce que ça ne sert à rien d'envoyer les 3 mouvements si aucun n'est libre. Donc on fait cette première vérification, et sinon on envoie les mouvements. Et les mouvements, eux, sont analysés ici. Donc on va tout de suite vérifier les mouvements. D'habitude on les résout à partir du centre de la carte pour avoir les bonnes coordonnées des mouvements. Avant on envoyait simplement, on récupérait la carte active, on utilisait les moves de la carte et c'est tout, et l'orientation pour pouvoir calculer les bonnes coordonnées. Et maintenant on va justement devoir faire attention, c'est si on est dans une action de déplacement de carte, on va utiliser les mouvements qu'on nous a donnés. S'ils existent. S'ils n'existent pas, ça veut dire simplement on doit bouger une carte selon ses déplacements normaux. Et dans ce cas-là, on utilise les déplacements normaux. Donc mine de rien, ça représente quand même pas mal de choses, pas mal de modifications de code, ne serait-ce que quand on va vérifier qu'un mouvement imposé par une action est possible, on doit aussi prendre en compte le fait que certaines actions demandent à ce que le mouvement ne puisse être fait que sur une case libre. Donc on peut très bien avoir une action qui va dire déplacer à nouveau un tel, mais seulement sur une case libre, pour pas relancer un combat. Ça c'est tout à fait possible, donc c'est aussi une option qu'on a dû prendre en compte dans le cadre du code et tout ça. Donc mine de rien, c'était beaucoup de détricotage de tout ce qu'on a fait pour pouvoir couvrir un maximum de cas. Alors je suis conscient que ce genre de truc, ça va arriver à pas mal d'occasions, on va devoir un petit peu à chaque fois comme ça créer une manière de rendre le jeu le plus permissif possible, pour pouvoir justement avoir des pouvoirs qui, eux, vont changer les règles. Maintenant, ce qui est bien, c'est là, en l'état, tous les pouvoirs de Europa sont prêts. Donc c'était aussi l'objectif de cette vidéo, donc je vous ai montré les pouvoirs, ça fonctionne. C'est sûr qu'il y a certaines parties du code qui mériteront d'être optimisées, et elles le seront. Ça fera partie aussi, c'est clair, du boulot qui reste à faire, d'optimiser, de nettoyer le code, etc. Mais en l'état, ça fonctionne. Ce qui fait que du coup, nous, de notre côté, il nous reste quoi? Alors, il nous reste beaucoup de choses, on en avait parlé la dernière fois, mais ce que je vous avais dit aussi, c'est que très vite, j'aimerais bien pouvoir faire un épisode où je vais vous expliquer comment tester Zundo chez vous. Alors, je voudrais juste relativiser un peu les choses.
Ça restera une version en développement, donc il risquera d'avoir des bugs, il risquera d'avoir des trucs, et tout ne sera pas testable, mais vous pourrez tester un petit peu le truc. Alors ça s'adresse plutôt à un public de développeurs, donc il faut avoir quelques petites compétences en développement, en ligne de commande pour lancer le truc, parce que voilà, comme ça reste une version de développement, je vais pas commencer à faire à coder maintenant des trucs qui vont faciliter l'utilisation du jeu. Donc voilà, ce sera un petit peu roots. Pour ceux d'entre vous qui me suivent et qui sont développeurs, ça ne posera pas de problème. Donc là, pour le moment, donc, on a les pouvoirs. Et on est à l'épisode 13. Ce que j'aimerais bien, c'est faire les interfaces de placement de tribus pour le prochain épisode. Donc ça, c'est vraiment le truc sur lequel j'aimerais bien travailler pour le prochain épisode, c'est le placement de tribus. Et de là, alors du coup, ça permettra de le faire sur l'épisode 15, qui est absolument pas un chiffre rond, mais que j'aime bien, de faire un épisode 15 où on va justement expliquer comment tester Zundo chez vous, en téléchargeant le code, en l'exécutant, etc. Comme ça, voilà, l'épisode 15 ce sera consacré à ça. Et ensuite, on pourra passer sur le développement des atouts. Et pour avoir déjà regardé un petit peu ce qu'il en est, des atouts, les renforts ça va être super simple à coder. Les atouts, en gros, la plupart des atouts sont déjà presque faisables, on va dire. Parce qu'en gros, dépendent du même genre de mécanisme que les pouvoirs, et donc vont être relativement faciles à implémenter. Là j'ai les descriptifs des atouts sous les yeux. On a des atouts qui sont des atouts de tir. Ça, c'est quelque chose qui est tout nouveau, enfin, qui est entièrement nouveau. On n'a encore rien là-dessus. Mais globalement, un atout de tir, ça déclenche un combat contre un atout. Et l'atout a ses propres scores, etc. Donc, ça va beaucoup se baser sur des trucs qui existent déjà. Donc là, ça va être relativement facile à implémenter. Ça va nous demander de réécrire pas mal de choses, mais pas de manière vraiment, vraiment complexe. Et ensuite, on a d'autres atouts qui simplement vont dire, voilà, il y a un atout ici qui permet de déplacer 3 zones successivement. Globalement, on a déjà ça, c'est l'action Move Card. C'est juste qu'on va mettre 3 actions Move Card dans la stack, et quand elles seront toutes les 3 résolues, l'atout aura été joué correctement. On a aussi des atouts qui vont dire qu'est-ce que j'ai d'autre ici, de faire un nouveau mouvement en ajoutant un bonus au point au coin. Ça, on a le nouveau mouvement, c'est déjà fait. Le bonus sur les coins, c'est quelque chose qu'on va devoir rajouter, mais ça va aller aussi très vite. Qu'est-ce qu'on a d'autre, pour rajouter de nouveaux mouvements, des atouts de tir, et alors il y a deux atouts qui sont un petit peu spécifiques, qui eux vont transformer des zones en obstacles. Les obstacles, comme vous le voyez ici, c'est pas encore codé, mais en tant que tel, un obstacle, c'est pas grand chose. Un obstacle, c'est simplement une case du jeu qui n'est plus utilisable. Ou qui est utilisable sous certaines conditions, mais dans le bloc Europa, un obstacle n'est pas utilisable. Un obstacle, ça devient juste une case morte. Elle va gêner le passage, elle va gêner ce qu'elle fait, etc. Mais voilà, ça devient un obstacle. Donc du coup, ça va pas être grand chose en tant que tel, parce que globalement, ça va être juste une carte qui va être marquée comme obstacle, et en gros, quand on résout un déplacement, imaginons ici on a la case 3-2 qui est un obstacle, et au moment où ici je calcule les déplacements en disant cette case-là elle est libre, cette case-là elle est libre, cette case-là elle est libre, cette case-là elle a une carte dedans, sauf que c'est pas une carte à moi et c'est pas une carte à l'adversaire, c'est un obstacle donc je peux rien faire avec. Et du coup je l'afficherai même pas en jaune, ce sera juste... ça ne s'affichera pas, quoi. Donc les obstacles en tant que tel, ça va être assez vite codé aussi. Ce sera juste 2-3 petits checks à rajouter à droite à gauche. Donc voilà. De là, moi je suis super content de voir à quel point on arrive à faire avancer le truc assez vite, donc je suis super content. On va donc pouvoir se laisser là et se revoir à la prochaine. Sur la prochaine, donc, on regardera le placement de tribus. C'est vrai que j'ai pas beaucoup creusé le code. Je vous avoue que j'ai pas énormément creusé le code, parce que le code, toutes les modifications, il y a beaucoup de modifications qui ont été faites. C'est pas beaucoup de trucs compliqués, mais c'est beaucoup de petites modifications à droite à gauche.
Je pense que vraiment là, en regard de ce qui a été fait, si ça vous intéresse, allez regarder les commits, allez regarder l'historique des commits pour voir qu'est-ce qui a été changé à droite et à gauche. Mais globalement, ça n'a été que rajouter des conditions. La plupart du temps, c'était rajouter des conditions. Il y a quelques interfaces, mais rajouter des conditions pour dire, bah, si on est dans le cadre d'une action de mouvement, alors dans ce cas-ci, c'est pas un mouvement normal, etc., etc. C'est tout plein de trucs qui ont permis de faire ça. Maintenant, ça a généré beaucoup de code, quoi. Il y a beaucoup de code à droite, à gauche. On a pas mal navigué sur la codebase pour faire tout ça. De là, je vous remercie. On se retrouve pour le prochain épisode où on parlera de placement de tribus. Et pour l'épisode 15, où là justement je vous expliquerai comment pouvoir tester Zundo, que vous jouiez comme moi contre vous-même, ou pour pouvoir le tester comme ça avec un ami, en espérant que ça vous plaise. Je vous remercie et on se voit au prochain épisode. Salut!